Donc, j'en déduis que nous devons démarrer. Bien, donc bonjour à toutes et tous. Merci de votre participation donc, à cet atelier dédié à la question donc, de la responsabilité territoriale des entreprises. Concept émergent, effectivement, qui commence à prendre une certaine ampleur et que nous avons travaillé au sein de la chaire territoire de l'ESS que je dirige. Donc, je m'appelle Timothée Duverger. Voilà. Et du coup, on a décidé de thématiser cet atelier autour de ce sujet qui nous semble intéressant dans le cadre, évidemment, de solutions solidaires. Alors, je ne développerai pas trop la notion pour ce qui me concerne. Je vais d'abord vous présenter peut-être les différents participants. Alors, à distance, on va commencer par ceux qui sont à distance. Donc, j'ai Émilie Banny-Dusselier, qui est administratrice du groupe Vive. Je ne sais pas si tu m'entends, Émilie. Elle m'entend ou pas? C'est une manière de tester. Ah oui, vous ne la voyez pas en plus. Moi, je la vois là. Voilà. Ah, il y a peut-être un sujet. Bon, on va espérer que ça se rétablisse. Donc, je le signale à la régie. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui est coupé? Ah oui, c'est là que c'est coupé. Merci. Du coup, Arnaud, parfait. Merci. Voilà. C'est de la régie participative. Merci beaucoup. Et donc, vous m'entendez du coup, Émilie, Jérôme? Là, c'est bon? Voilà, parce qu'on avait un sujet. Voilà, c'est pour ça. Merci à vous. Donc, je vais vous présenter. Donc, je disais Émilie Banny-Dusselier, administratrice du groupe Vive, qui est plus particulièrement, qui vient d'Harmonie Mutuelle et qui est plus particulièrement en charge des sujets autour de l'économie sociale et solidaire. Il y a également donc Jérôme Sadier, qui est là, bon, là vous le voyez pas, mais moi, encore une fois, bon, là il sourit pas, c'est pas grave. Du coup, donc président d'ESS France, donc c'est l'organisation, donc le groupe Vive, c'est un grand groupe mutualiste, pour le décrire, mais on y reviendra. Ah voilà. Et ESS France, c'est l'organisation fêtière qui représente l'ensemble des mouvements de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Voilà, donc il en est président. Et donc pour les présents, nous avons donc à ma droite immédiatement Marilyn Philippi, qui est donc économiste à Bordeaux Sciences Agro. Voilà, donc c'est une voisine de Sciences Po, qui a dirigé, du coup, qui a coordonné l'ouvrage, parce qu'on a fait un ouvrage collectif sur la responsabilité territoriale des entreprises, voilà, qui a nourri la réflexion. Donc c'est Marilyn, voilà, tu l'as amené, c'est parfait. Voilà. Et ensuite, nous avons du coup Youssef Achour, président du groupe UP. Donc, alors, très connu évidemment, Chèque Déjeuner, Chèque Culture, etc., mais qui est un groupe qui fait beaucoup de titres de paiement, voilà, même si historiquement c'était plutôt Chèque Déjeuner. Et enfin, Léa Thomasin, donc, qui est présidente d'Hello Asso. Voilà, donc plateforme que beaucoup ici doivent bien connaître, voire utiliser intensément, ce qui est mon cas en tant que président de l'association des lecteurs d'Alter Eco, donc je peux témoigner du fait que c'est très pratique. Voilà. Alors, avant de démarrer, je voudrais peut-être donner la parole avant toute chose à Marilyn Philippi, peut-être pour dire qu'est-ce qu'est la responsabilité territoriale des entreprises, parce que là, je suis sûr que spontanément, vous dites que vous l'avez déjà entendu, que même vous savez déjà un peu ce que c'est, et en fait, il est probable que pas du tout. Donc, parce que c'est vraiment une notion totalement émergente, même si elle paraît appartenir au sens commun, mais c'est plutôt de l'ordre d'une pré-notion. Et donc, il est important, voilà, de revenir un petit peu peut-être sur le cadrage du coup qui a été proposé dans l'ouvrage collectif et dans les travaux, voilà, menés par la chaire, avec du coup sous la houlette de Marilyn Philippi. Voilà. Donc, je te laisse la parole en 4-5 minutes, si tu peux nous préciser ça. Merci beaucoup, Timothée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette table ronde. La responsabilité territoriale des entreprises, qu'on appelle plus régulièrement chez nous RTE, à ne pas trop confondre, effectivement, c'est une notion nouvelle et originale. Alors, en fait, elle va reposer sur deux éléments qui sont très importants pour la caractériser. Le premier, c'est un basculement. On passe de l'individuel au collectif. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, on ne va pas s'intéresser à l'offre, mais on va plutôt partir des besoins pour reconstruire une offre de proposition, de service. Et ces deux éléments-là nous ont conduit, au cours des travaux de recherche et des travaux menés avec les acteurs, à souligner que finalement,
La responsabilité territoriale des entreprises, c'était un entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Alors, qu'est-ce que, finalement, cette notion, elle va impliquer ? Alors d'abord, effectivement, elle est en lien avec la notion de responsabilité. On pense bien sûr à la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Et en fait, en quoi elle s'en différencie ? C'est qu'on est vraiment sur du collectif. C'est-à-dire que la création de valeur, c'est vraiment issu des interdépendances entre les acteurs. Les entreprises, bien sûr, mais également les associations, les collectivités, tous les acteurs, les citoyens qui agissent sur un territoire. Et cette notion de territoire, elle-même, elle est questionnée. C'est-à-dire que ce n'est pas un territoire fixe, administratif, mais c'est un territoire projet, c'est un construit social. Et ce qui est intéressant avec la RTE, c'est que ce construit social, il prend en compte non seulement les dimensions économiques, bien sûr, mais aussi les dimensions sociales et environnementales. Et au-delà, il prend en compte les questions de bien-être et des individus. Et la difficulté, bien sûr, ça va être de prendre en compte cette diversité au niveau du local de ces différents acteurs, les entreprises, les collectivités, les associations. Et donc, en fait, la RTE, elle va questionner, je dirais, elle va apporter 3 grandes questions où aujourd'hui, en débat, on a trois questions très importantes. La première, c'est finalement comment on la met en œuvre. Quelles sont les modalités ? Et je pense que tout au long de la discussion qu'on va avoir et des échanges avec vous, ça va être finalement comment on met en place une RTE, qu'est-ce que ça signifie d'être ancré en responsabilité sur un territoire. On sait que le territoire est source de création de nouvelles solutions, mais voilà, c'est les solutions solidaires, comment on fait ? La deuxième grande question, finalement, c'est comment on accompagne et comment on atteste de la preuve, comment on montre qu'on est en responsabilité et qu'est-ce que ça implique pour les acteurs en termes d'ingénierie, de compétences, de réorganisation. Et puis, troisième question, c'est vraiment, je pense, ça questionne la question de la gouvernance territoriale et partenariale. Et là, il y a vraiment un enjeu à réfléchir comment ensemble, on peut trouver des solutions parce que, on le verra, il y a une urgence. Et je pense que cette table ronde écologie solidaire, comment réconcilier social et écologie, voilà, c'est le thème, je dirais, générique. Mais vraiment, c'est comment on arrive à créer de la valeur et à la partager. Et ça va être des questions ouvertes. Et je pense qu'on aura des éléments de débat à travers à la fois les témoignages et les échanges avec la salle. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir réussi l'exploit de le faire en très peu de temps et d'être tout aussi néanmoins très, très clair. Alors j'aimerais faire réagir peut-être en premier Jérôme Sadier sur le sujet, donc, qui est à distance, parce que la responsabilité territoriale des entreprises a été le fil rouge du mois de l'économie sociale et solidaire en novembre dernier, et donc impulsé par son organisation, à savoir ESS France. Donc la question au fond, c'est pourquoi avoir fait ce choix, c'est-à-dire de positionner la responsabilité territoriale des entreprises, et puis peut-être nous livrer aussi quelques éléments du sondage, parce qu'ils avaient fait un sondage avec Harissa Interactive, et quelles étaient un peu les conclusions de ce sondage du point de vue de la population, puisque 1000 personnes avaient été sondées sur ce sujet de manière assez détaillée. Voilà. Donc je te laisse la parole, Jérôme, si tu veux bien nous exprimer un petit peu les raisons qui ont sous-tendu ce choix et peut-être nous livrer quelques éléments d'analyse du sondage et ce que tu en retiens. Voilà. Bien, merci beaucoup Timothée pour cette introduction et à Marilyn pour avoir planté le décor et bonjour à tous. Oui, je suis désolé d'être à distance pour des raisons diverses et variées et pas que logistiques. Je vais essayer de répondre le plus clairement possible à la question posée et pour enchaîner ensuite. Mais pourquoi on a fait le fil rouge du mois de l'ESS ? D'abord parce qu'on manquait d'un fil rouge, pour commencer. Parce que le mois de l'ESS fédère très nombreuses initiatives, plusieurs milliers en fait sur les territoires, à l'initiative de différents réseaux d'acteurs, dont les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire principalement. Mais parfois ça peut apparaître comme un peu diffus et c'est un peu dommage on se disait que c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas un message un peu plus politique qui ressort du mois de l'ESS. Et donc nous avons cherché quel pourrait être ce message et il se trouve qu'on a rencontré un certain Timothée Duverger et une certaine Marilyn Filippi qui nous ont fait part de leurs travaux et ça correspondait à notre volonté de
de sortir un peu, pardon de l'expression, mais du bullshit que peut parfois représenter la RSE, qui est servi à toutes les sauces, sans toujours de méthodologie et même surtout sans objectif en particulier. Dès lors que la RSE est devenue un reporting et pas forcément une ambition. Et en fait, on a sauté dessus, en fait, pour dire les choses aussi trivialement que possible. Et nous avons fait un sondage. Donc, je suis même pas sûr qu'il vaille la peine que je rentre dans le détail des réponses aux questions, en fait, parce que le sujet, c'est qu'en fait, plus de 90% des personnes interrogées pensent que les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis du territoire dans lequel elles sont implantées. Et cette responsabilité, elle s'illustre de leur point de vue de différentes façons, prioritairement par rapport à l'emploi, ce qui n'est pas une énorme surprise, par rapport au tissu économique local, et ça embarque notamment les relations avec les fournisseurs. Ça implique des relations étroites avec les enjeux environnementaux et l'accès à la ressource et la limitation de la pollution. Et puis, ça suppose qu'il y ait des coopérations territoriales assez élargies, notamment avec les collectivités territoriales. Ce qui, moi, m'amène à une réflexion pour aller au-delà du sondage, et puisque nous plantons le décor, que la RTE appelle à une autre appréciation de ce que doivent être les compétences des collectivités territoriales. Vous savez qu'aujourd'hui, en principe, tout ce qui concerne le développement économique, ça concerne le conseil régional, parfois un peu éloigné du terrain, et parfois les intercommunalités sur certains aspects, que finalement les autres collectivités ne doivent pas être concernées par ça. Considérant que notre territoire est quand même un peu divers et qu'en fonction des caractéristiques de ces territoires et des acteurs qui y figurent, la capacité à générer de la coopération pour dégager cette responsabilité territoriale, qui est un processus au-delà d'un reporting comme il existe sur les RSE, ça suppose que les collectivités puissent s'y impliquer quelque part, quelles que soient leurs compétences en la matière, en matière de développement économique. Et donc, du coup, ça nous amène, à mon sens, à réfléchir à ça, à voir comment on peut débattre à nouveau des compétences des collectivités territoriales. Et puis, le dernier point que je citerai à ce stade, mais qui est en lien, du coup, avec le sondage, ça veut dire que si on lit les choses de manière aussi objective et, comment dire, engagée que possible, ça dit très clairement ce que nous sentons confusément, y compris dans le monde des entreprises, du management, etc. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise ne se gère pas comme elle se gérait il y a quelques années, et que notamment la question de l'intégration de l'objectif environnemental, ou de l'impératif environnemental dans la gestion d'entreprise ne me permet plus en fait de considérer la question des externalités de l'entreprise de la même façon. Certes, il faut faire attention à ne pas polluer. Certes, il faut faire attention à maîtriser les sources d'énergie. Certes, il faut faire attention à l'origine des matières premières, etc. Tout ceci est parfaitement logique, mais plus généralement, ça implique une autre appréciation de la façon dont on gouverne, administre, dirige une entreprise. Et moi, je crois profondément que le mouvement était peut-être un peu engagé avec la RSE, mais qu'aujourd'hui, quand on est dirigeant d'entreprise, que ce soit dans le SS ou pas d'ailleurs, on doit gérer des injonctions contradictoires qui sont de plus en plus fortes, parce qu'on doit évidemment être compétitif, on doit être attractif pour des collaborateurs, on doit être transparent et sérieux pour les consommateurs, on doit être soucieux de son impact environnemental, on doit être évidemment responsable vis-à-vis de son territoire. Et donc, en fait, ça amène une réflexion sur la façon dont on gouverne les entreprises qui, d'ores et déjà, je pense, ne peuvent pas être dirigées par des seuls objectifs financiers, mais la pluralité des dimensions que l'on doit adresser aujourd'hui ne permettent pas de considérer que on peut se contenter d'avoir un conseil d'administration avec des représentants, des apporteurs de fonds et éventuellement quelques cautions sous forme d'administrateurs indépendants ou pas. La question, c'est que la gouvernance de l'entreprise, elle doit sans doute impliquer plus les salariés, mais au-delà même des salariés, impliquer d'autres types de parties prenantes qui vont aider à avoir un regard global sur la gestion de l'entreprise, et donc notamment pour adresser la question de la responsabilité territoriale, puisqu'il s'agit de voir comment une entreprise s'insère dans un écosystème au niveau local, comment on en est partie prenante de manière proactive,
et comment elle fait en sorte de contribuer à l'essor d'un territoire dont Marie disait à juste titre que c'est pas un territoire au sens administratif du terme nécessairement. Ça peut prendre d'autres formes de territoire, et notamment, je pense, au milieu rural, où là, la conception du territoire dépasse largement les cadres administratifs et qu'il faut organiser avec différents types de réseaux de solidarité ou de liens économiques entre acteurs. Et donc là, il y a de l'ingénierie à mettre derrière. Mais je reste là pour le moment. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces premières pistes de réflexion. Alors, en plus, tu es un peu situé, puisque je sais que le département de la Nièvre, tu évoquais les compétences des collectivités, les départements ont perdu la clause de compétences générales, et à ce titre, effectivement, souvent, les politiques qu'ils mettaient en œuvre de développement économique, et là, on voit, j'ai en tête la Nièvre, effectivement, où Fabien Bazin se saisit de cette notion pour, justement, recréer un dynamisme entrepreneurial. Voilà, donc je signale ça, pour les Girondins aussi, parce que je pense que c'est une manière pour les départements en fait, de se réaffirmer aussi dans ce champ-là, tout en restant évidemment dans son champ de compétences. Voilà. Ensuite, peut-être pour réagir sur le deuxième point, je vais demander à Youssef, parce que Youssef Achour, donc UP, est devenu la première scope à mission, puisque donc vous êtes devenu avec le groupe une société à mission, donc justement qui est confrontée à cette question qu'évoquait Jérôme, des différentes injonctions contradictoires qui peuvent être données. Voilà, on doit à la fois avoir une viabilité économique, gérer les questions de ressources, la responsabilité environnementale, la responsabilité sociale, le territoire, etc. Bon, donc effectivement, comment finalement, toi, de ton point de vue, un peu une chronique d'étonnement par rapport à cette notion, comment, de ton point de vue de Up, tu t'en saisis, quoi? Comment tu reçois cette question de la responsabilité territoriale de l'entreprise? Merci Timothée, bonjour à toutes, bonjour à tous. En fait, cette question de la responsabilité territoriale des entreprises, nous, on la pose, on s'est posé la question et on s'est inscrit finalement dans notre ADN, dans notre histoire. Parce que je pense qu'effectivement, nous avons une histoire, on a des valeurs, on a une philosophie, et puis il nous faut, comme tu l'as dit, être pragmatique. C'est-à-dire aussi vivre avec le monde qui nous entoure et accepter et participer aux évolutions que nous rencontrons. Donc, à partir de là, on s'est dit finalement, d'où nous démarrons. Nous sommes une coopérative. Nous sommes une coopérative de salariés, on est une SCOP. En étant une SCOP, déjà, nous pratiquons un certain nombre de principes, de règles dans notre organisation, dans notre gouvernance, dans notre manière d'appréhender notre contribution à l'économie et notre rapport au dialogue social, à la démocratie d'entreprise. Ça, c'est l'histoire et la philosophie. C'est effectivement celle d'une coopérative qui aujourd'hui a 60 ans d'existence, qui aujourd'hui s'est internationalisée et qui est donc aujourd'hui qui a des fortes responsabilités. Une responsabilité rien que par rapport aux salariés de la coopérative et par rapport ensuite à l'ensemble des filiales. C'est une quarantaine de filiales aujourd'hui dans 23 pays. Ensuite, on s'est dit d'accord, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on soit enfermé sur nous-mêmes. Il faut aussi ne pas oublier que nous avons une contribution à avoir vis-à-vis de la société et que c'est cette société aussi qui nous alimente et nous permet de pouvoir nous régénérer et trouver des nouvelles solutions. Et donc, on a intégré, il y a une dizaine d'années, la démarche RSE. Comme l'a dit Jérôme, la démarche RSE, nous l'avons, dans un premier temps, nous avons fait une erreur. Nous avons pris ça comme des éléments quantitatifs. Et puis, il y a quelques années, on s'est dit, non, il faut vraiment qu'on y mette de l'ambition. Et que finalement, derrière la SCOP, il doit y avoir une démarche RSE qui marque notre différence et notre façon de penser la contribution à la société. Dans cette démarche RSE, alors franchement, il n'y avait pas encore la question de la responsabilité territoriale de l'entreprise. En tout cas, on ne la percevait pas comme ça. Nous étions très ancrés sur le fait que nos produits, au-delà de notre démarche, nos produits sont des produits universels. En France, nos produits sont utilisés par des salariés, donc ils ont une vocation sociale, mais ils ont aussi une utilité locale. Car nos produits, les titres restaurants, les chèques déjeuner, les chèques cadeaux, les chèques culture, les cartes aussi, ce n'est pas que des chèques, ont cette particularité, c'est qu'elles sont utilisées dans le bassin où elles sont données par les entreprises. Donc nous sommes bien là, à ce moment-là, un tiers de confiance qui met en relation des financeurs, que ce soit des entreprises ou des collectivités locales, qui fait bénéficier à des personnes
à des personnes, qu'ils soient salariés ou citoyens, et qui s'appuient sur des réseaux, que ces réseaux soient des restaurants, des libraires, des grands magasins. En tout cas, nos produits donnent du sens et ont cet impact local. Et en plus, depuis un certain nombre d'années, les collectivités locales elles-mêmes nous ont fait confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe Up aujourd'hui n'est pas qu'un acteur au service, je dirais, qui fait des titres restaurants, etc. Nous sommes aujourd'hui devenus un acteur incontournable des collectivités locales. Il y en a parmi ici un certain nombre qui nous ont fait confiance pour mettre en place des dispositifs, pour être le tiers de confiance qui gère des dispositifs, le e-pass ou d'autres projets. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le chèque alimentaire. Tous ces sujets-là, c'est des produits, c'est des solutions que nous construisons ensemble. Les entreprises, les associations, les collectivités locales. Tout ça nous a amené à nous dire, ensuite, il faut qu'on aille plus loin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'engage. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de devenir aussi entreprise à mission. C'est-à-dire, pourquoi nous priver de cette opportunité de finalement mettre encore plus en avant ce que nous avons en termes de construction et en termes de philosophie. Et tout cela répondait au fait d'être toujours, je dirais, en capacité de répondre à des entreprises, à des collectivités locales, à des structures qui ont envie de donner du sens et qui cherchent des partenaires qui, en tout cas, s'inscrivent dans cette dynamique. Et la question de la RTE, en fait, aujourd'hui, on l'a traitée dans notre démarche RSE, puis dans notre projet d'entreprise à mission. C'est-à-dire, on a dit, ce n'est pas un sujet à part, c'est quelque chose qui, effectivement, doit être encapsulé dans notre projet. La démarche RSE ne l'avait pas forcément intégrée, mais par contre, le projet d'entreprise à mission l'a intégré. Et maintenant, aujourd'hui, on aura d'autres problématiques, mais j'y reviendrai après. Merci beaucoup, Youssef, effectivement, pour ces éclairages, où on voit aussi que c'est un chemin. Ça, je pense que c'est un élément important, c'est-à-dire qu'en fait, on capitalise, c'est très cumulatif, en fait, avec des trajectoires aussi qui peuvent bifurquer à certains moments et réaffirmer. Et en fait, finalement, avec cette idée d'un retour aux sources, même à la fin, parce que je pense que, in fine, c'est ça que pose la question de la mission et que ça permet de réaffirmer, justement, à la fois l'ancrage territorial et l'héritage coopératif. En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu les déclarations récentes. Alors, pour poursuivre peut-être sur cet échange, alors d'ailleurs c'est totalement arbitraire, je vois Léa, voilà, mais je garde Émilie pour la fin de ce premier tour de parole. Mais Léa, alors là c'est intéressant parce qu'Helloasso c'est une plateforme. Donc une plateforme c'est immatériel. Donc finalement, est-ce qu'une plateforme peut avoir un ancrage territorial ? Ce serait peut-être aussi ça finalement la question que j'aimerais te poser. Voilà, vous m'entendez ? Ouais, super. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Effectivement, responsabilité territoriale des entreprises, quand on est une plateforme web, ça peut sembler un petit peu antinomique, mais ça ne l'est pas tout à fait pour Helloasso. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment moi j'ai interprété aussi ce thème de l'échange d'aujourd'hui. Nous, Helloasso, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. J'aime souvent rappeler que nous, on avait une mission avant d'avoir une entreprise. Donc, on s'est créé en 2009 avec, pour volonté d'accompagner le développement du secteur associatif et avec la conviction que le numérique était un outil qui allait nous permettre de le faire. Sachant que je pense que le numérique, c'est important de le rappeler, en fait, c'est qu'un outil, on peut l'utiliser à tort et à travers. Quand on parle d'impact social du numérique, aujourd'hui, je pense que c'est difficile à dire que ça a fait plus de bien que de mal, ou en tout cas, ça mérite de se poser la question, mais c'est le parti pris que nous, on a choisi chez Helloasso, c'est de dire comment on peut mettre cet outil, qui peut devenir un super pouvoir, au service et dans les mains de celles et ceux qui font l'intérêt général. Donc, Helloasso est une plateforme qui se destine uniquement aux associations et qui va mettre à disposition des associations des outils pour gérer leur activité, pour pouvoir se financer, pour pouvoir collecter des paiements en ligne. Et notre première mission est vraiment de renforcer les capacités d'action des associations à travers ces outils numériques.
On investit depuis maintenant 2 ans un nouveau champ, je dirais une nouvelle activité qui est comment le numérique peut permettre aussi de donner de la visibilité et de mettre en lumière ces acteurs associatifs. Et c'est aussi en travaillant avec les associations qu'elles nous disent c'est super les outils que vous faites, ça nous aide, et merci Timothée pour ton témoignage, et notamment depuis le Covid, on a besoin aussi de faire connaître davantage nos activités, de pouvoir faire connaître les événements qu'on organise. On est aussi en peine parfois de bénévoles, de licenciés, de participants. Et donc on pense, là aussi, en tout cas, on y travaille fort, de voir comment on peut apporter une réponse à cette problématique aussi de visibilité des acteurs. Et ça va faire un pont assez logique avec le local. Et donc, je pense que Hello Asso a eu un développement qui était assez singulier. On s'est toujours trouvé un peu à la frontière entre deux mondes. Donc l'économie sociale et solidaire dans lequel on a commencé, donc dans le milieu de l'entrepreneuriat social, mais on faisait de la tech et donc tout le monde disait on comprend rien à ce qu'ils font sur la technologie. Et quand on se retrouvait dans des incubateurs plutôt justement technologiques, on disait c'est qui? C'est Hippie qui travaille sur les assos, ils font des dons aux assos, on comprend pas non plus. Donc on a toujours été, je dirais, un petit peu à la croisée de ces chemins, et on a cherché à conserver cette singularité aussi dans le développement d'Hello Asso. Et dans nos métiers, je vous le disais, on fait des outils. On accompagne aussi très fortement les associations parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que les outils seuls n'étaient pas suffisants, que beaucoup d'associations avaient aussi un enjeu d'accès à la compétence, de pouvoir s'acculturer aussi au numérique, de pouvoir être accompagné, de pouvoir être formé. Et donc, on est parti sur un certain nombre de programmes, d'outils de formation. Et notamment, on a commencé à faire de la formation au numérique pour les associations. Donc là, on était en 2015 et là, on s'est lancé tout seul. Et on a fait au début de la formation en ligne et on s'est rendu compte que ça ne convenait pas non plus par rapport aux besoins des publics. Donc on s'est dit, on va faire un tour de France et puis nous voilà partis avec notre petit van. On est une dizaine à l'époque à parcourir la France pour aller faire des formations au numérique pour les acteurs associatifs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, il y avait une vraie appétence de cette montée en compétence de la part des associations. Mais on s'est dit, c'est bien mignon, mais nous, avec nos petits bras, on ne va jamais être en capacité en fait, d'adresser ce sujet-là. Et donc, on a cherché à se rapprocher en fait, des acteurs qui ont déjà dans leurs compétences aujourd'hui territoriales d'accompagner le secteur associatif. Il y en a plein, il y a les communes, il y a les départements, il y a les régions, il y a des acteurs associatifs, il y a les caisses régionales d'économie sociale et solidaire, il y a les maisons des associations. Et on s'est dit, plutôt que de chercher, nous, soit à remplacer, soit à faire différemment, et ce qu'on n'est pas en capacité de faire, on a plutôt cherché à comprendre comment fonctionnaient ces écosystèmes et comment nous, Hello Asso, avec les compétences qu'on avait, ce qu'on était en capacité de faire, on pouvait apporter en fait notre pierre à l'édifice aussi dans ces écosystèmes-là. Et donc, il y a eu plusieurs itérations de ce programme et qui s'appelle aujourd'hui les points d'appui au numérique associatif. Et donc, c'est un programme qui a été développé en coopération déjà avec des acteurs associatifs, notamment le mouvement associatif, la Fonda, avec un certain nombre d'acteurs numériques comme les voyageurs du numérique, Framasoft, qui peuvent aussi apporter des briques d'expertise. Et c'est un programme qui va faire en fait de la formation de formateurs. Donc, partant du principe qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, sur les territoires, accompagne les associations sur différents sujets de gestion de la vie associative. Nous, on s'est dit comment on peut aussi renforcer les capacités de ces acteurs pour qu'ils puissent aussi les aiguiller sur le numérique. Donc sans en faire non plus des experts du web, mais se dire, moi j'aime bien les appeler les aiguilleurs du net, mais qui sont en capacité de pouvoir accueillir les publics associatifs et de les aiguiller vers les ressources ou les acteurs sur le territoire qui vont pouvoir accompagner les associations sur cette montée en compétences numériques. Et donc, ce programme, et je pense qu'on s'inscrit là quelque part un peu dans un exemple de RTV. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme tel. Ça nous a pris du temps à le mettre en place. Il a différentes déclinaisons territoriales. Donc, il y a un comité de pilotage qui réunit tous les partenaires au niveau national. Ensuite, on va avoir des comités de pilotage locaux qui vont pouvoir justement fédérer aussi les acteurs du territoire qui vont être pertinents. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 450 points d'appui au numérique associatif qui ont été formés. Et le programme est en train d'intégrer le dispositif Guide Asso, donc qui est porté aussi par le ministère sur la vie associative et comme une des briques sur l'accompagnement. Et aujourd'hui, je dirais, nous, on a apporté beaucoup de volets d'expertise sur cette partie numérique, mais la vie en tant que telle du programme, les formations qui sont mises en œuvre se déroulent de façon complètement décentralisée sur les différents territoires et va être notamment fortement portée aussi par les mouvements associatifs régionaux, etc. Donc
donc c'est vrai que cette question, et notamment quand on s'appelle Hello Asso et que on s'adresse que à des associations, en fait on peut pas se décoller du local. Nous on est convaincus que en fait le numérique on le voit comme un point de rencontre, la capacité de faire se rencontrer les gens. Après la vie associative elle se déroule dans tous les cas au local. On essaie de voir comment on peut être un numérique justement qui va être facilitateur de ces rencontres, et ensuite on est bien conscient que le reste se passe dans la vie réelle. Donc je pense qu'on n'est pas tout à fait à côté de la thématique. Merci de m'avoir invité. Merci à toi surtout pour ces éléments de témoignage. Et on voit bien d'ailleurs que la question de la gouvernance territoriale évoquée par Marilyn se retrouve à travers notamment les comités locaux. Et les pratiques, finalement, sont bien couvertes effectivement dans ce champ de la responsabilité territoriale. Merci à toi. Alors pour finir ce premier tour de table, peut-être avec Émilie, donc groupe Vive, grand groupe mutualiste, puisqu'il regroupe en fait à la fois les mutuelles interprofessionnelles, donc plutôt à destination on va dire des entreprises, et puis historiquement en tout cas, et puis les mutuelles publiques, donc les deux grandes figures c'est MGEN, MNT d'un côté, puis Harmonie Mutuelle de l'autre un peu, puis il y en a beaucoup d'autres, on va pas tous les citer, mais enfin voilà pour les plus gros. Donc toi justement au niveau de la mutuelle, parce que maintenant ça devient un grand groupe avec des phénomènes de concentration très très importants au niveau des mutuelles en plus, parce qu'il y a quelques années, il y avait des milliers, il y avait 10 000 mutuelles il y a 20 ans, on va dire, ou pas loin, ou en tout cas 5 ou 6 000, et puis aujourd'hui, il y en a 400, quoi. Si je donne des ordres de grandeur, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Est-ce que, alors du coup, comment justement, des mutuelles qui se sont souvent construites sur les territoires, comment les grands groupes arrivent justement à réatterrir finalement au niveau des territoires, ou à ne pas le quitter plus exactement, et peut-être comment cette notion peut-elle résonner à ton niveau ? Merci Timothée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de partager cette table ronde avec vous. Les échanges étaient déjà vraiment très passionnants jusque-là. Et donc, la question finalement qu'on nous adresse souvent, c'est comment, quand on a un grand groupe, on fait encore de l'ESS, ou comment on a un ancrage territorial. Bien, je peux vous dire que oui, on assume une responsabilité territoriale assez forte dans les territoires, et c'est le modèle vraiment du groupe Vive et de ses mutuelles. Le groupe, il a une gouvernance qui est vraiment taillée à la maille des territoires, notamment, si vous ne connaissez pas nos différents métiers, donc vous nous connaissez très certainement sur l'activité de protection sociale, le métier de l'assurance, mais on a aussi un métier autour du soin et de l'accompagnement, et également du logement social. La gouvernance en territoire, pour ce qui est de nos 1700 établissements de soins et de services d'accompagnement mutualistes, elles se sont structurées autour d'unions territoriales, donc en région, où la gouvernance et les pôles de décision sont vraiment en région. Et de la même manière, pour l'habitat, c'est similaire, puisque les ESH, les entreprises sociales d'habitat, sont vraiment implantées dans les territoires, et elles ne s'appellent pas Vive, elles s'appellent Aiguillon Construction. Elles ont plein de noms qui collent en fait à leur réalité territoriale et à leur histoire. Donc vraiment un pôle de décision et de gouvernance, en tout cas, qui est en région, au plus près des besoins des personnes et des territoires, les besoins sociaux sur lesquels on s'appuie pour créer de l'offre de services, et en lien avec les autorités en matière de santé, ou les collectivités, les ARS, les collectivités publiques, locales, etc. Et la deuxième chose que je peux partager sur la question de notre ancrage territorial, c'est également le fait que nos salariés ne sont pas exclusivement à Paris. En réalité, ils sont partout sur les territoires. Et pour le groupe Vive, c'est 50% des salariés qui sont sur 4 sites principaux en région. Mais si on prend Harmonie Mutuelle, c'est des sièges, des agences un peu partout. Donc il y a la réalité aussi des collaborateurs qui sont en région, au plus proche de leur territoire, de leur bassin de vie et des enjeux qui y sont. Et également, comme on est dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une représentativité des adhérents par des élus qui sont également partout sur les territoires. Donc ça, c'est vraiment pour déjà poser un petit peu le fait qu'on a cet ancrage territorial fort.
La chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est des éléments que Marilyn Filippi a partagés sur l'articulation entre l'individuel et le collectif. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, il y a une injonction faite à l'entreprise, quelque part, dans la question du travail, de tenir compte de la globalité de la personne, de sa santé globale déjà, et de voir qu'elle n'est pas déconnectée de son environnement personnel, de ce qui la traverse, mais également de l'endroit, de son attachement à un territoire. Et donc, on est sur le versant individuel, voilà, de prise en compte globale de l'individu dans le milieu du travail. Je parle plus spécifiquement du travail parce qu'en ce moment, voilà, c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, qu'on peut tous aisément comprendre. Et puis, sur le versant collectif, c'est aussi cette injonction, et qui peut être aussi dans des injonctions paradoxales, comme ça a été dit, hein, cette injonction faite aux entreprises d'entendre vraiment une pensée systémique et une interdépendance des choses entre leur activité, leur manière de faire, là où elles sont implantées, et d'entendre qu'elles doivent avoir une conscience du territoire donné dans lequel elles se situent, des enjeux qu'il peut y avoir au niveau de l'écologie, de l'environnement, mais ça peut être aussi un enjeu démographique en réalité à l'échelle d'un territoire. Donc, toutes ces interdépendances-là, les entreprises, je pense, elles sont vraiment invitées à le penser plus loin que justement la question du reporting que pouvait invoquer la RSE dans un premier temps. Et pour moi, la RTE, elle répond vraiment à ça, quelque part, cette articulation, cet aller-retour permanent entre l'individuel et le collectif, et d'inventer ces autres manières de faire et qu'on connaît bien à l'échelle du groupe dans cette coopération qu'on a au quotidien entre différentes mutuelles qui ont des populations différentes à couvrir, qui sont implantées différemment. Et puis aussi la question de la mutualisation, qui est la base en fait de notre organisation, entre voilà, des capacités individuelles et la capacité qu'a le collectif à proposer en fait des solutions pour permettre l'accès à tous. Donc moi, je suis convaincue que la RTE, elle va pouvoir aussi amener une résilience et une capacité d'agir en fait des individus et dans les territoires. Merci beaucoup, Émilie, pour ces réactions. Alors peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y avait l'outil là, alors j'ai toujours du mal, Bicast. Je ne sais pas si on peut, s'il y a quelque chose de prévu ou pas, donc là je suis un peu, voilà, bon, mais c'est pas grave. Donc soit, comme là j'ai un peu de soucis de connexion, mais c'est pas grave. Donc je vous propose qu'on enchaîne sur la suite du débat, et puis de toute façon en fait on fera des échanges en direct à la fin, ce sera beaucoup mieux. Donc je vous propose qu'on enchaîne sur la suite un peu. J'avais une autre question à vous poser et ça va droit dans le sens de ce que disait effectivement Émilie, c'est-à-dire Émilie, alors d'ailleurs il y en a plusieurs qui l'ont dit, c'est-à-dire vous êtes en train de nous mettre au placard toute la question du reporting, c'est-à-dire effectivement en disant bon voilà tout ça c'était un peu une première étape, c'était sympa mais enfin ça servait pas à grand chose, mais bon ça nous a permis ici quand même de conscientiser un peu, ça a ce mérite-là. Mais enfin, maintenant, on est dans une nouvelle étape. Il faut se donner une vraie ambition politique. Enfin voilà, on a retrouvé beaucoup ces idées-là. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, peut-être pour finir avec un deuxième tour, un petit peu. Alors on verra qui souhaite réagir aussi en premier, puis après on échangera directement avec le public. C'était de savoir au fond qu'est-ce qui reste à faire, quoi. Quels sont les chantiers à ouvrir. Donc puisqu'on est dans quelque chose qui émerge avec cette responsabilité territoriale, on a des entreprises, voilà, scope à mission qui déterminent un certain nombre de choses, qui affirment leur ancrage territorial, etc. Mais bon, on est au début de quelque chose en réalité. Donc la question c'est, on est au début de quoi exactement et qu'est-ce qu'il faut faire pour amplifier ce mouvement? Parce qu'on voit bien qu'on est face à des urgences. Là il y avait encore, il n'y a pas longtemps, un colloque ou je ne sais plus quoi sur la RSE doit-elle être radicale? On le voit bien, on est à l'ère des ruptures, à l'ère des bifurcations, à l'ère d'une forme de radicalité. Est-ce que la responsabilité territoriale finalement peut incarner cette radicalité au sens où elle prend les choses à la racine? Et si oui, de quelle manière? Voilà, c'est un peu ça la question que j'aimerais vous poser. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Voilà, est-ce que quelqu'un veut se lancer déjà? Qui aimerait se lancer en premier? Je guette un peu les signes. Voilà. Léa, voilà, merci. Oui, et notamment parce que je voudrais réagir et appuyer les propos d'Émilie sur ce qui reste à faire et par rapport à ce que tu dis sur la transformation entre la RSE, où quelque part c'est l'entreprise qui se dit qu'est-ce que je peux faire d'un petit peu mieux dans mon activité. Moi, de ce que je comprends de la RTE, c'est comment je peux contribuer à la résolution d'un problème social ou environnemental sur le territoire. Et je pense que cette conscientisation des problèmes, comme l'évoquait
Émilie, est un vrai sujet et que les entreprises, et pour en côtoyer certaines, notamment dans le mouvement Impact France, donc qui fédère les entreprises et pour lequel je suis ambassadrice pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est souvent les entreprises ont très envie d'agir, enfin certaines d'entre elles, en tout cas, pas toutes, hein, mais certaines d'entre elles ont envie, et à l'échelle locale, comment leur donner accès justement à cette connaissance sur les problématiques où elles vont pouvoir être pertinentes, c'est-à-dire où elles vont pouvoir apporter quelque chose. Et je pense qu'à ce titre, il y aurait beaucoup à faire pour capitaliser sur la connaissance qu'ont aussi bien les collectivités territoriales, mais également les associations, des problématiques particulières qui vont toucher les territoires, et de se dire comment on peut capitaliser sur cette connaissance-là pour la faire connaître aux acteurs économiques qui vont être en capacité, de par leur activité, leur secteur économique, d'intervenir. Parce que sinon, j'ai le sentiment que les entreprises vont chercher un petit peu à faire un petit peu mieux et un peu papillonner, mais sans chercher réellement à résoudre un problème. Et je crois beaucoup qu'il y a un dicton qui dit c'est plus facile de vendre un problème que de vendre une solution. Et je pense qu'on peut beaucoup plus susciter en fait de l'adhésion à un problème quand on a tous conscience du problème. En fait, derrière, de mettre en œuvre la solution, c'est aussi, je dirais, plus simple une fois qu'on est convaincu par le problème. Et je pense que les entreprises pourraient se fédérer autour d'une problématique et dans une recherche, comme qui est un fonctionnement en plus de boîte, hein, on a un objectif, on va chercher à l'atteindre, etc. Et pour ça, et c'est plutôt une question, c'est comment on arrive à capitaliser sur la connaissance et des problématiques qu'ont les acteurs territoriaux. Merci beaucoup Léa. Effectivement, avec cette question de la construction, ce qu'on appelle en sociologie politique, la construction des problèmes publics territoriaux en l'occurrence, effectivement, qui est un élément clé, qui rejoint les questions de gouvernance effectivement territoriale et qui est effectivement central pour de toute façon toute dynamique part effectivement du partage autour de la construction du problème. Voilà, donc ça c'est clair. Donc là merci beaucoup pour ces éléments un petit peu qui nous permettent d'avancer sur cette idée-là, et c'est bien là d'ailleurs que les collectivités peuvent agir comme un tiers de confiance. En fait, c'est un tiers instituant, justement, qui permet de créer des espaces de délibération collective pour arriver à construire, au fond, ces problèmes de manière partagée. Alors, je crois qu'il y avait Youssef qui voulait réagir. Oui, merci. Pour nous, pour le groupe Up, ce qui reste à faire pour une coopérative qui, on a posé le sujet tout à l'heure, je pense qu'on a un premier challenge à relever. C'est-à-dire, c'est comment on arrive à concilier le fait d'être une SCOP avec la démarche RSE, avec notre implication dans la RTE et avec notre projet d'entreprise à mission. Enfin, notre projet, c'est plus un projet d'ailleurs, c'est maintenant effectivement une réalité. Et je pense que là, on a quelque chose à construire, où on arrive à donner une logique à tout ça, une cohérence à cette démarche en montrant qu'on peut être efficace économiquement, qu'on peut être contributif socialement, sociétalement et environnementalement à toutes ces questions, et que le cœur des choses, ça passe sur les territoires, de plus en plus. Comme je l'ai dit, nos offres y répondent, et notre contribution et nos partenaires se trouvent être des partenaires qui sont sur tout le territoire, où chaque fois nous avons des éléments de réponse à apporter. Donc on est quelque part un facilitateur. Donc maintenant, comment arriver à faire en sorte qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, on puisse au moins avoir une contribution et un impact positif sur tous ces sujets-là. Donc ça, c'est le premier challenge. C'est ne pas simplement avoir empilé des certifications ou des beaux concepts. Le deuxième, après, c'est d'aller plus loin. Nous, ce qui nous caractérise, et ça a fait partie de notre raison d'être, ça a été de dire, notre raison d'être, quand nous sommes devenus entreprise à mission, ça a été de dire, nous, ce que l'on sait faire et ce que l'on a toujours su faire en 60 ans, c'est donner du pouvoir d'achat supplémentaire. Nous, on n'apporte pas du salaire, mais on apporte des titres de paiement, des solutions de paiement qui permettent effectivement aux collectivités locales ou aux entreprises d'apporter un plus en termes de revenus aux salariés ou aux citoyens. Ce pouvoir d'achat, de plus en plus dans notre contribution, on était plutôt sur un pouvoir d'achat, je dirais, il a été très longtemps qui apportait, je dirais, de la convivialité. Aujourd'hui, dans la société où on est, c'est de plus en plus un pouvoir d'achat qui devient un complément de salaire, dans la vraie philosophie. C'est-à-dire, on voit bien que c'est tendu. Hein. Et donc, l'idée vers laquelle on va, c'est comment on arrive à transformer et comment on arrive à accompagner
les entreprises, les individus, les collectivités locales, les commerçants, vers un pouvoir d'achat qui va se transformer de plus en plus vers de la consommation responsable. Hein, faire en sorte effectivement que ce pouvoir d'achat il soit plutôt utile socialement, localement, territorialement, c'est-à-dire qu'il apporte de la valeur ajoutée à l'économie locale, à l'économie circulaire, à l'économie de proximité, plutôt effectivement que d'être un pouvoir d'achat qui va de plus en plus vers la consommation, je dirais, j'allais dire de survie. Non, mais la consommation de fin de mois. Hein. Et c'est vraiment le challenge sur lequel on a envie d'apporter notre contribution. Et donc, comment ce point-là, entre le projet effectivement d'être cohérent dans ce qu'on fait et le projet d'être utile et de faire en sorte que ce que l'on propose, ce que l'on est, ce que nous faisons et ce que nous voulons, derrière, nous permettent effectivement d'avoir une contribution positive et donc d'être un acteur de la RTE dans l'ensemble de ce dispositif. Et puis le troisième élément, il ne suffit pas simplement d'être une entreprise qui arrive, qui essaye en tout cas de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce que l'on peut apporter. C'est aussi ne pas oublier que l'économie sociale et solidaire, ça a été évoqué, c'est d'abord une économie dont la plus grande partie des acteurs, il y a le groupe Up, il y a Vive, mais le cœur de l'économie sociale et solidaire, c'est toutes ces structures qui travaillent sur le territoire, qui alimentent la vie, qui facilitent la vie des gens et qui effectivement arrivent à allier économie et utilité. Et là, on a aussi un rôle, nous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de prendre ce sujet à bras-le-corps. Jérôme, au travers de ESS France, bien évidemment, l'a intégré dans le mois de l'économie sociale. Je suis à ESS France, je suis président de la CRES Île-de-France, j'en profite pour le dire aussi. Et bien évidemment, je m'inscris aussi dans ça. Comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, au-delà de nos appartenances d'entreprise, on peut aussi faire en sorte que la RTE soit quelque chose qui nous permette peut-être de mettre encore plus en avant le rôle et le poids de l'économie sociale et solidaire dans la société française. Merci beaucoup Youssef. Effectivement, on voit bien comment l'un des trois piliers, qui est la recherche d'utilité sociale, en l'occurrence de l'économie sociale et solidaire, rejoint effectivement cette question de la responsabilité territoriale du point de vue des objectifs. Alors pour finir peut-être le tour des entreprises, puisque c'est bien, parce qu'on parle justement aussi de ceux qui font. Alors peut-être Émilie, si tu veux également réagir à ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller justement un peu plus loin sur ce sujet ? Oui, j'ai bien aimé aussi ce que Léa a amené sur la connaissance en fait des problématiques. C'est vraiment intéressant parce que moi je m'étais noté ce qui reste à faire finalement, c'est Timothée, ce que tu disais à travers la RTE, c'est le mode d'action collectif en fait. Hein. C'est comment on a la connaissance à la fois des problématiques et qu'on les partage, mais comment on a aussi un besoin d'interconnaissance à l'échelle des territoires, des différentes parties prenantes pour coopérer en fait et ouvrir le champ des possibles et donner de la confiance dans l'action. Enfin, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui, aujourd'hui, me semble assez fondamental. Et en préparant, en fait, voilà, les interventions de cet après-midi, je me suis dit, j'avais envie de vous citer deux personnalités, en fait, qui, pour moi, font sens avec la question de la RTE et aussi de la manière dont on travaille au sein du groupe. La première, c'est Amartya Sen, en fait. Économiste, lui, il indique que souvent on observe l'égalité des moyens, en fait, qu'on va mettre en place pour répondre à des besoins, etc. Donc on est sur l'allocation des ressources et dans les entreprises de l'ESS, on sait à quel endroit on place l'allocation des ressources, elle est bien pour répondre aux besoins des personnes, mais il va un peu plus loin en disant qu'il faut aussi aller regarder dans la possibilité effective d'accomplir des actes pour les personnes. Alors pour les individus en tant que tels, mais ça peut être aussi pour une entreprise, comment en fait elle est capable, et donc il parle de capacité. Et donc je me dis, c'est vraiment quelque chose, comment on peut aller plus loin aujourd'hui chez Vive. Voilà, on va structurer de l'offre de soins, de l'offre d'accompagnement, dans les métiers de l'assurance, etc., à l'échelle des territoires pour couvrir des besoins. Mais une fois que l'offre elle est là, comment on s'assure de l'effectivité du droit en fait à la santé derrière, et donc ça nous oblige à aller vraiment encore plus loin et de se dire comment à l'échelle d'un territoire on peut s'assurer du recours, de faire connaître et donc de travailler à plusieurs.
La deuxième personnalité à laquelle j'ai pensé et que j'apprécie beaucoup parce que c'est des questions sur lesquelles je travaille par ailleurs, sur les questions santé, société et fragilité ou vulnérabilité, c'est Cynthia Fleury, qui est philosophe. Et sur la notion de vulnérabilité, elle vient dire en fait que les vulnérabilités, elles sont à la fois individuelles, elles peuvent être cumulées parfois, on n'est pas tous égaux face à ça, mais qu'elle est aussi systémique. De la même manière, encore une fois, comment les territoires, elles ont des zones de vulnérabilité ou de besoins spécifiques, etc. Et que les vulnérabilités ne sont pas que déficitaires. Et donc, elles sont source de réaliser, d'aller chercher collectivement dans l'action comment on va avoir des autres postures, des autres manières de faire, créer de l'innovation, expérimenter. Je pense que c'est vraiment un mot aujourd'hui qui est important aussi de se donner confiance pour expérimenter à l'échelle des territoires. Et ça, l'ESS sait assez bien le faire. Pour accrocher avec ce que Vive fait, on va avoir un travail sur les déterminants de santé de manière assez forte. Et on a, il n'y a pas longtemps, travaillé sur le logement vecteur de bonne santé, donc avec un label logement santé, avec les ESH qu'on a sur l'ensemble des territoires. Et demain, on a d'autres déterminants de santé sur lesquels on a envie de travailler. On a envie de travailler avec d'autres à l'échelle de territoire et d'expérimentation. Et il y a une question que je trouve extrêmement intéressante en ce moment, et Youssef en a parlé aussi, c'est la question de l'alimentation. Comment, autour de l'alimentation, ça peut vraiment nous fédérer dans l'action sur l'accès à une alimentation de qualité. On va trouver la question du foncier agricole, d'une manière d'entreprendre, d'une manière de produire, d'aller à la distribution, voilà, de supermarchés en coop ou pas, des producteurs. Enfin, voilà, ça mêle un certain nombre de parties prenantes, des collectivités locales aussi qui se penchent sur le sujet. Et tout ça au bénéfice en fait de la santé des personnes et de la santé des territoires. Donc je crois que c'est vraiment par exemple un sujet autour duquel il y a des expérimentations collectives qui peuvent être vraiment intéressantes à mener. Alors merci beaucoup Émilie, et je crois que tu as touché juste, puisque hier était publiée une tribune conjointe entre le maire de Bordeaux et le président du département de la Gironde pour proposer justement l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, donc il y a Corinne aussi Martinez qui est juste en face de moi qui porte ça, je crois, hein, au niveau du département. Donc voilà, on est en plein dans le sujet. Et puis alors justement, Marilyn, elle est spécialiste à l'origine des coopératives agricoles. Elle vient de Bordeaux Sciences Agro, donc elle pourra peut-être nous focuser un peu la question, voilà aussi. Alors moi, ce que j'aimerais, Marilyn, peut-être, et après je laisserai, j'aurai une question peut-être pour conclure ce tour de table à Jérôme après, mais d'abord Marilyn, peut-être nous remettre un peu en perspective, c'est-à-dire qu'est-ce que tu retiens un petit peu des différents éléments là qui ont été brassés depuis tout à l'heure, et puis peut-être avec un petit focus sur la question de l'alimentation, peut-être effectivement comme un thème, un levier d'engagement justement et de responsabilité territoriale. Merci beaucoup. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que tout est dit, hein, parce que voilà, Émilie, elle a parfaitement bien resitué les éléments forts d'action et aussi d'interaction. Moi, je pense que ce qu'il faut effectivement bien avoir à l'esprit, c'est qu'on est sur un changement aujourd'hui radical, parce qu'il y a une prise de conscience des interdépendances. Et cette prise de conscience des interdépendances, elle souligne le besoin qu'on a de co-construire ensemble des solutions qui sont solidaires. Alors, l'idée de prendre conscience, c'est qu'en fait, on ne va pas y arriver tout seul, et que la RTE, en fait, elle souligne le besoin d'un nouveau contrat social. C'est-à-dire quelque chose où on va repenser le lien avec les acteurs, la prise en compte des besoins et la façon d'y répondre. Et ça, il me semble que c'est un élément qui est très important. Alors effectivement, on pourrait se dire, les entreprises de l'économie sociale, et puis on a eu très très beaux exemples hein, depuis tout à l'heure, elles sont très engagées, elles font de la RSE, elles font du territoire, elles font de l'ancrage, elles répondent aux besoins et elles prennent en compte ces différents besoins. Et ça, c'est vraiment très important. Mais moi, il me semble que finalement, quelque part, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et ce que me souligne la RTE, c'est qu'en fait, la difficulté, c'est de prendre en compte les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans leur grande diversité. Et les exemples étaient vraiment fabuleux. Je trouvais vraiment, c'est tout à fait éclairant. Mais en même temps, les autres entreprises conventionnelles, puis les citoyens, et y compris
des entreprises ou des acteurs qui ont des intérêts contradictoires. Et ça, c'est pas évident d'arriver à travailler avec des gens qui n'ont pas forcément le même intérêt ou qui ne vont pas vouloir aller dans le même sens. Donc ça implique un changement radical dans la façon de faire et dans la façon de travailler. Puis je pense que le deuxième élément, si on reprend, on peut reprendre l'emploi, mais on peut reprendre l'alimentation, on voit bien que c'est pas seulement apporter des denrées alimentaires ou un travail décent. C'est aussi permettre une certaine souveraineté, c'est-à-dire de réduire une inégalité sociale, culturelle, climatique, essayer d'apporter un bien-être à travers l'alimentation. Alimentation comme médicament, comme lien social, redonner du sens. Et ça, je pense que aussi bien Vive que Up ont souligné des éléments qui permettent de montrer que c'est différent. Alors les coopératives agricoles, puisque tu me l'as demandé, donc voilà, je vais pas bouder ce plaisir. Effectivement, c'est des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui ont à la fois la caractéristique d'être aux mains, en tout cas en France, le modèle il est très traditionnel, hein, aux mains des associés coopérateurs, et en même temps d'avoir construit de très grands groupes qui peuvent aussi aller à l'international. Et se pose la question, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est finalement, est-ce qu'on peut toujours être coopératif alors qu'on est très grand ? Est-ce qu'on peut toujours répondre ? Comment on fait les transitions, etc. Et donc tous ces challenges-là, on le voit, les coopératives agricoles, elles ont en France structuré des filières. Et si aujourd'hui on a encore des filières qui tiennent le choc, je dirais, des transitions et de la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est parce que justement on a des acteurs sur les territoires. Mais ça veut dire aussi s'ouvrir, continuer à être à l'écoute du territoire, permettre de s'inscrire dans des communautés et donc mettre en avant cette notion de responsabilité, de co-construction, de trouver des solutions innovantes et d'expérimenter. Et ça, je pense que ça peut être des éléments de débat parce qu'effectivement, on n'a pas de solution toute faite. Et les solutions, elles vont naître aussi des personnes qui vont se mobiliser, donc des connaissances sur les différents territoires, et de faire attention aussi qu'on a des territoires qui sont en grande difficulté. Tout à l'heure, Jérôme soulignait la distinction entre territoires avec les territoires ruraux. Mais voilà, comment on arrive à soutenir les personnes dans les différents contextes. Et ça devient un enjeu aujourd'hui très important pour répondre aux transitions et puis pour répondre à la solidarité. Donc voilà. Merci à toi, Marine. Alors, on m'a indiqué donc qu'il fallait, via l'outil Bicast, poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Voilà, et comme ça, on pourra les prendre d'ici la fin, parce qu'il nous reste un peu de temps. Enfin, ça dépend si Jérôme est très bavard ou pas, mais en tout cas, a priori, mais je crois pas. En tout cas, on a encore pas mal de temps. Donc, moi, j'aimerais juste te poser une question, Jérôme. Et avant ça, d'ailleurs, rappeler que ce matin, on m'a dit, parce que j'étais avec mes étudiants, enfin, à part, il y en avait qui tenaient le stand d'SOS Méditerranée ici, mais du coup, j'étais pas là, mais on m'a rapporté que Laurent Berger avait choisi parmi les mesures qu'il fallait retenir autour, voilà, les mesures qu'il fallait absolument retenir, il a cité la responsabilité territoriale des entreprises. Donc, voilà, et éco-socio-conditionnalité, voilà. Mais du coup, par rapport à cela, Jérôme, toi, donc si demain, par exemple, toi, tu es donc président de ESS France, si demain tu deviens, je sais pas moi, ministre à l'ESS, donc on ne sait pas, voilà, Olivier Faure devient Premier ministre, je sais pas, mais du coup, qu'est-ce que tu fais, voilà. Alors pour la responsabilité territoriale des entreprises, c'est quoi ta première mesure, voilà. Non, je quitte le pays si on me propose ça immédiatement. Mais non, il n'en est pas question. Enfin, en tout cas, pas à l'ESS. Donc, la première mesure, je pense que là, tu me prends complètement au débeauté, mais ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question des compétences territoriales, enfin des collectivités territoriales, me semble fondamental en fait, parce qu'aujourd'hui, on est malgré la volonté de clarifier les choses et du fait qu'on a enlevé la clause de compétence générale, notamment au département,
on manque, je crois, d'outils aujourd'hui pour s'intéresser directement au territoire. Sachant encore une fois que les territoires, c'est pas des subdivisions administratives nécessairement, c'est de la géographie, c'est des communautés humaines, c'est des ressources diverses et variées sur les territoires en fonction des ressources naturelles, des compétences qui y sont, etc. Et donc, je crois qu'il faut assouplir tout ça. Et parmi les outils que propose l'ESS, pour le coup, moi je préconiserais bien, mais ce sera plus à titre expérimental peut-être, mais qu'on crée des cycles de territoire, parce qu'on a un statut coopératif qui s'y prête. Parce que, je vais expliquer pourquoi après, mais on a besoin pour agir d'avoir différents types de parties prenantes autour de la table. Et je ne pense pas que cela puisse fonctionner avec l'outil actuel, ni de l'élaboration des politiques publiques et ni de la représentation des acteurs économiques. Je ne pense pas que les chambres consulaires soient équipées pour le faire d'un côté, et je ne crois pas que les outils dont disposent aujourd'hui les collectivités territoriales, y compris de proximité, soient adaptés à ça. Donc je pense qu'il y a à l'échelle de territoires qui se choisissent eux-mêmes, il faut concevoir des collectifs d'entreprises, de décideurs publics, de citoyens, et éventuellement d'autres acteurs encore, pour définir ce que l'on attend de la responsabilité des entreprises à l'égard de ces territoires. Parce que, et là je vais revenir un peu au sondage qu'a fait ESS France, ce qui est dit quant à la RTE dans la compréhension des Français qu'ils en ont par rapport à un truc qui n'est pas une notion valise comme l'est aujourd'hui la RSE. C'est là pour le coup on est dans la sensibilité des personnes. La responsabilité, c'est à l'égard d'un bassin de vie qu'il s'agit de servir, plutôt que de considérer les territoires comme un réservoir de main-d'œuvre ou de ressources diverses et variées. Donc, il s'agit bien d'inverser la problématique. Et la question, c'est de savoir comment on sensibilise les acteurs économiques, les entreprises, à ce qu'ils peuvent faire pour le territoire de manière à peu près volontaire et coordonnée. Parce que, et là aussi, si je reviens sur le sondage, j'aurais pu le faire tout à l'heure, mais je sens, Timothée, que tu étais frustré que je ne cite pas de chiffres. Mais c'est pour ça que je ne peux pas être ministre, parce que je ne cite pas beaucoup de chiffres, en fait. Mais en fait, la confiance dans le système dans les entreprises de la part des Français, elle est assez forte, puisque dans les deux sondages, il est dit que à 61%, les Français ont confiance dans l'entreprise, alors avec des variations importantes. Selon qu'il s'agisse d'entreprises, de TPE ou de PME, où là on est à des taux d'adhésion de quasiment 80%, ou des multinationales, où là on est plutôt à 48%, 43%, pardon, de mémoire. Donc on voit bien qu'il y a déjà un sujet en fonction de la taille de l'entreprise et de sa relation au territoire. Et puis on a par contre une autre problématique à traiter, c'est que par contre quand on demande aux Français s'ils ont confiance dans le système économique pour adresser la question de la RTE, là par contre, ils ne sont que 48% à dire qu'ils ont confiance dans le système économique. Donc c'est bien qu'on a l'obligation de créer des alternatives qui donnent à penser que le système économique peut évoluer. Et pour autant, les Français, en tout cas ceux qui s'expriment dans le sondage, sont plutôt mesurés sur la nature des mesures, parce que quand on leur demande s'il faut plutôt agir par l'encouragement et l'éducation plutôt que par la sanction, ils sont très majoritairement contre des aspects de sanctions, sur quelque sujet que ce soit. Ce qu'ils ont envie, ce qu'ils expriment très largement, 79%, c'est le souhait d'être consultés. Et c'est pour ça que je reboucle avec la question de l'outil coopératif sur les territoires. Il faut qu'on trouve les moyens de faire en sorte que nos concitoyens soient consultés à l'échelle d'un territoire. Et après, il faut leur proposer des modèles alternatifs. Pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, parce qu'il faut surtout avoir en tête qu'il y a besoin d'incarnation de tout ça. Et donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on invente, alors pardon de le dire comme si j'étais un consultant, mais des référentiels qui permettent des indicateurs, de savoir sur quoi on veut travailler, ce qu'on veut mesurer exactement, pour faire en sorte que les concitoyens, les acteurs économiques, etc., se mettent d'accord entre eux sur les leviers qu'ils veulent actionner. Je terminerai sur le fait que les entreprises de l'ESS, me semble-t-il, ont un vrai atout, en tout cas celles qui sont vraiment des entreprises de l'ESS, c'est-à-dire celles qui sont des entreprises collectives. Moi, je n'ai rien contre les entreprises à impact, mais jusqu'à nouvel ordre, les seules qui réussissent à avoir de l'impact sont celles qui ont un impact humain.
c'est-à-dire celles qui s'appuient sur les personnes, qui apportent leurs compétences, qui apportent leur argent pour faire des choses et qui, accessoirement, y trouvent un intérêt direct et de longue durée. Et donc, à l'échelle d'un territoire, les entreprises de personnes, les sociétés de personnes, notamment, je pense aux mutuelles, et le groupe Vive y a réfléchi il y a quelques années, mais un groupe mutualiste comme le groupe Vive, on en parlait à ta place, Émilie, mais à l'échelle d'un territoire donné, ce sont jamais moins de plusieurs centaines de personnes, voire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui partagent un même attachement à une certaine conception de l'économie, de la cohésion sociale et sans doute de la responsabilité territoriale. La question, c'est comment une entreprise qui caractérise par des activités en particulier peut mobiliser ces personnes qui sont rassemblées par cette activité pour faire d'autres choses en complément, ou d'autres choses qui ne sont pas complètement déconnectées, mais néanmoins peut leur demander, les mobiliser pour agir différemment et de manière, plus importante encore que par la seule activité de santé, par exemple, d'assurance santé. Et là, je pense que les entreprises de l'ESS ont une responsabilité, pour le coup, en tout cas un enjeu, une opportunité, je ne sais pas comment il faut leur dire, mais qui est phénoménale. Mais ça veut dire qu'elles sortent un peu de leur métier d'origine. Alors c'est vrai pour les mutuelles santé, mais c'est vrai pour d'autres aussi. Je prenais l'exemple des mutuelles. Mais si elles sont capables de mobiliser les centaines et milliers de personnes qu'elles regroupent, qui ont confiance en elles, qui leur apportent des moyens, qui sont là qui sont pas là comme des consommateurs, mais comme des citoyens à peu près agissant sur la longue durée, là on a des forces à mobiliser qui sont incontournables pour illustrer ce que peut être une dynamique de RTE à l'échelle d'un territoire. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, quelques questions qui sont arrivées. Alors, il y en avait déjà deux. Alors là, il y en a d'autres qui viennent d'arriver. Mais il y en avait déjà deux que je peux regrouper peut-être sur la question de la place quand on parle de territoire, et on voit immédiatement d'ailleurs que par rapport à la RSE, en fait, la RTE repolitise la question de la responsabilité, puisqu'immédiatement, on a la question des collectivités locales qui est posée, en fait, et à qui appartient finalement l'initiative ? Qui doit prendre le lead sur ces sujets ? Est-ce que c'est, on dit responsabilité territoriale des entreprises, mais qui doit prendre le lead ? Est-ce que ce sont les entreprises elles-mêmes ou est-ce que ce sont les collectivités ? Alors est-ce que là-dessus, certains parmi vous auraient des éléments de réponse ? Qu'en pensez-vous ? Voilà. Je sais pas. Qui veut se lancer ? Marilyn ? Allez. Et comme ça, je me lance et je pense que mes camarades vont enchaîner. Moi, je pense que justement, dans la logique de la RTE et de la responsabilité, il n'y a pas forcément un lead. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui devrait chaque fois avoir l'autorité ou l'initiative. Je pense que c'est un processus de co-construction. Donc effectivement, ça fait bouger les lignes de chacun, des entreprises, on l'a vu, mais des collectivités territoriales également. Donc je pense que c'est moins une question de lead qu'une question de comment on travaille ensemble pour amorcer, pour lancer, pour dynamiser, pour renforcer ces processus de responsabilité territoriale des entreprises et donc de co-construction de nouvelles solutions à l'écoute du bien commun et donc des besoins des personnes. Il me semble que voilà, moi je ferai cette réponse. Merci beaucoup. J'ai senti que Youssef peut-être, ou j'ai senti que tu hésitais. Vas-y. Non, je partage ce que dit Marilyn sur la co-construction. J'ajouterais juste que malgré tout, il y a quand même l'acteur politique qui est la collectivité. Et que malgré tout, sans être forcément le leader, je veux dire, ce qu'on attend de la collectivité locale, c'est qu'elle crée les conditions. Elle joue son rôle politique. Et tu l'as dit, je veux dire, le problème aujourd'hui, c'est parfois... il y a le sentiment justement qu'il n'y a pas assez de politique dans l'économie. Et que malgré tout, c'est le principe même des collectivités locales. Alors, on connaît très bien les problématiques qu'elles peuvent rencontrer de par, je dirais, l'importance des besoins à couvrir et parfois le peu de moyens dont elles disposent pour le faire. Mais comme ça, de manière logique, on va dire, c'est une co-construction, mais impulsée et animée par les acteurs politiques, par les collectivités locales, parce que je crois que c'est elles qui ont ce rôle, effectivement, d'apporter les réponses aux besoins et aux problématiques qui se posent sur le territoire.
Merci beaucoup. Donc on voit se dessiner des nouvelles politiques publiques de RTE, finalement, départementales peut-être. Toujours est-il que peut-être sur les autres questions qui sont posées, j'en vois aussi deux qui relèvent de la question des outils ou des indicateurs. Et ça, c'est un élément aussi important. Alors, il se trouve qu'on a un groupe d'étudiants de Bordeaux Sciences Agro qui actuellement travaille sur les outils de mesure de la RTE. Donc, ils doivent rendre leur rapport là, d'ici 2 semaines. J'ai en tête aussi ce que disait Léa sur la question des outils, c'est-à-dire l'identification des problèmes aussi. Ça posait cette question. Est-ce que justement, là-dessus, vous auriez quelques idées à partager? C'est-à-dire quels outils, quels indicateurs qui pourraient venir aider justement à asseoir une démarche de RTE. Qui veut répondre? Marie ou Léa? Léa, j'ai senti. Léa était... Voilà. Pas précisément sur la RTE, mais effectivement sur le sujet des indicateurs. J'ai participé aux travaux du mouvement Impact France sur l'impact score, donc qui visait justement à définir un référentiel pour mesurer l'impact d'une organisation. Donc en 5 volets, l'existence d'une stratégie impact, l'impact environnemental, l'impact social, le partage de la valeur et le partage du pouvoir. Donc pour pouvoir apprécier en fait une organisation à l'aune de ces indicateurs-là. Donc après c'est des référentiels, il y en a d'autres et voilà, ça a le mérite d'exister. Mais moi ce qui m'interpelle plus, et ça fait écho à ce que disait Youssef tout à l'heure aussi sur le pouvoir d'achat, et je trouve ça super qu'on soit en capacité de pouvoir orienter aussi quelque part le surplus de pouvoir d'achat vers des entreprises et des acteurs qui vont avoir une démarche plus engagée, être plus respectueux aussi sur un territoire. Mais je trouve que ça fait reposer beaucoup de la responsabilité dans les mains du consommateur, et que quelque part, moi demain de donner des chèques cadeaux à mes salariés qui vont pouvoir utiliser dans certaines entreprises qui produisent localement, qui sont engagées sur les sujets sociaux, sur les sujets environnementaux, mais où par ailleurs c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, je suis un peu gênée de le faire. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est de réfléchir à comment on arrive à assurer quelque part une compétitivité de ces entreprises qui vont faire plein de choses bien pour le territoire, mais ça va coûter à l'entreprise, ça va se répercuter ensuite dire c'est aux consommateurs d'être engagés, parce que quand ça coûte beaucoup plus cher, en fait c'est pas une question de choix d'être engagé ou non. Donc je pense que, et je vois qu'il y avait une question aussi liée à ça, mais pour moi le sujet aussi lié aux indicateurs, il fait écho, c'est aussi comment ces entreprises-là vont être accompagnées dans la compétitivité. Ça peut être au niveau territorial dans la commande publique. Est-ce qu'on arrive à avoir justement un référentiel d'indicateurs et de pouvoir favoriser dans les appels d'offres publics des entreprises qui s'engagent effectivement sur le territoire et qui font les choses de manière vertueuse. Je voyais dans la RTE ce qui était nommé comme les entreprises prédatrices. Il ne faut pas oublier que les entreprises, elles sont sur un marché où si on souhaite que les entreprises engagées soient pérennes, il faut aussi s'assurer de la compétitivité de ces entreprises-là. Et je pense que là-dessus, le public a un rôle à jouer. Et c'est aussi une des propositions du mouvement Impact France de pouvoir rétablir via la TVA, typiquement, de pouvoir avoir une TVA à taux réduit pour des entreprises qui vont s'engager socialement et d'un point de vue environnemental, mais que ça me semble nécessaire aussi. Merci beaucoup Léa. Alors c'était très important effectivement de citer la question de la commande publique, puisqu'on a vu ces dernières années, du fait aussi des contraintes réglementaires des collectivités, adopter des schémas d'achat socialement, écologiquement responsables. Alors il y a beaucoup de schémas, et puis souvent les indicateurs c'était plus compliqué. Mais du coup c'est vrai que ça c'est un sujet, je sais, majeur pour le coup, parce que derrière, là pour le coup il y a des vrais effets leviers. Et donc là il y a une bonne occasion effectivement peut-être de pousser la responsabilité territoriale, sans que ça coûte d'ailleurs. Parce qu'en fait, en réalité, ce sont des dépenses qui sont prévues. Sauf que là, il s'agit de les orienter un peu autrement. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être un très bon levier. Alors, il y avait une question sur peut-être, et là, j'aimerais aussi appeler un peu vos réponses, y compris d'ailleurs Jérôme Sadier, qui est un éternel jacobin, qui en réalité nous a fait l'apologie des territoires. Alors, mais qui devient de plus en plus décentralisateur. Du coup, il y a une question sur, mais est-ce que justement l'idée de la relocalisation n'est pas un risque d'enfermement, de paternalisme
paternalisme, voilà, est-ce que le fait finalement de rapprocher le rapprochement de travail du domicile, par exemple, parce que nous on l'a vécu en Gironde, enfin je veux dire, Bordeaux, le slogan de la ville de Bordeaux, de la métropole de Bordeaux jusqu'à il y a peu, c'était magnétique Bordeaux, donc c'était politique d'attractivité économique, on attire tout sur Bordeaux, on dépouille les autres territoires, c'était quand même ça. Bon, là il y a un changement de référentiel qui est à l'œuvre, on redéfinit les questions d'attractivité, où on essaye de réfléchir les équilibres territoriaux, hein, donc ça c'est en train d'évoluer de ce point de vue, mais ça veut dire aussi donc fin des mouvements pendulaires, mais ça veut dire aussi finalement peut-être aussi des logiques d'enfermement finalement. Est-ce que donc c'est ça au fond cette question-là. Est-ce que finalement en relocalisant, on n'enferme pas les gens, hein? On sait bien que dans certaines parties de la Gironde, venir à Bordeaux, c'est venir à la capitale, hein. Donc voilà, je pose cette question. Voilà, est-ce que le rapport au territoire, est-ce que le territoire, est-ce que l'ancrage territorial, c'est toujours quelque chose de positif? Et personne ne se précipite. Alors Jérôme, il est interpellé. En fait. Vas-y. Alors le Jacobin. Je ne sais pas d'où vient cette attaque gratuite, on va dire, mais s'il s'agit de savoir, s'il s'agit de dire qu'un Jacobin c'est quelqu'un qui est un adversaire du féodalisme, ça oui, je revendique, bien évidemment. Et néanmoins, je suis un adversaire résolu de la métropolisation, pardon, on va y arriver. Qui est un outil à la main de certains décentralisateurs forcenés, mais qui préfèrent avoir le pouvoir pour eux plutôt qu'ils soient à Paris, ce qui ne change pas fondamentalement l'affaire. Moi, je ne crois pas que le bonheur soit que dans le local, ou que l'efficacité soit que dans le local. Je pense qu'on a, pour des raisons diverses et variées, qui sont des réseaux socio-économiques, géopolitiques, liés à la transition écologique, on a besoin de réduire la consommation d'énergie, réduire les transports mondiaux, et donc ça nous amène, moi j'y vais à gros traits, je suis désolé, à devoir considérer que l'économie doit être pour partie relocalisée, qu'on se réattribue une part de souveraineté dans la façon dont le système économique fonctionne. Ça c'est une chose. Néanmoins, je me souviens, pardon, je prends ma casquette de président du Crédit Coopératif, mais il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, on avait fait une enquête sur les Français et l'argent. Et parmi les choses que les Français disaient de leur rapport à l'argent et à leur banque, il y avait « je veux savoir à quoi sert mon argent localement ». Bon, tout ceci est bel et bon, c'est-à-dire qu'il y a aussi de transparence, d'efficacité, etc. Mais évidemment que l'argent ne doit pas rester localement. Quand il s'agit de concevoir des mécanismes de mutualisation, voire de solidarité, il ne faut pas se contenter de les concevoir à l'échelle locale. Ça ne suffit rarement dans le plan technique, mais même d'un point de vue philosophique, je pense qu'en tout cas dans notre pays, ça ne peut pas suffire. Donc c'est l'articulation entre les deux. La question, c'est comment on fait en sorte que la décision puisse impliquer le plus grand nombre de gens. Et en fait, impliquer le plus grand nombre de gens amène très souvent à privilégier un lien de proximité avec eux, en fait. D'où la question des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui doivent autant que possible maintenir un lien sur le territoire. Ce qui, dans l'ESS, peut parfois nous poser un problème dès lors qu'il y a certaines entreprises qui grossissent énormément et qui ont du mal à maintenir le lien avec le territoire. Je vise personne en particulier, hein, d'autant plus que je pourrais viser plusieurs. Mais c'est un vrai sujet que lorsque l'on procède de la volonté des personnes à l'échelle d'un territoire, que des organisations, quand elles grossissent, ne permettent plus d'entretenir ce lien. Donc, voilà, moi je suis ni jacobin ni girondin en la matière, je suis pragmatique. Voilà, il faut qu'on relocalise pour partie, ça c'est sûr, mais ça ne suffit pas à exprimer ce que l'on doit vis-à-vis de notre prochain. Voilà, pour des choses comme ça. Oui. Le proche, c'est pas forcément le prochain, si je peux me permettre cette saillie. Oui, moi je trouve que Jérôme a tout à fait raison de revenir sur cette notion de relocalisation, reterritorialisation. Hein, c'est des débats qu'on a entendus. Je pense que c'est vraiment effectivement important de souligner que c'est pas parce qu'on est en responsabilité territoriale qu'on met en avant le territoire, etc., que c'est un enfermement et qu'on se déconnecte complètement. Non, on trouve des solutions en local, mais parce qu'on répond à des défis, des challenges qui sont au niveau global. Et c'est bien la question de l'interdépendance de ces différents niveaux et comment on les articule dans les questions de gouvernance qui va aujourd'hui se questionner et qui va nécessiter de faire une évolution dans la façon
dont on combine les différentes échelles. Et avec les collectivités territoriales et justement les acteurs publics, on voit bien que cette question-là, aujourd'hui, elle est importante pour qu'on puisse avoir une réimpulsion publique très importante. Alors moi, j'ai le micro, je vais le garder, je vais en profiter pour revenir sur une question précédente. Voilà, sur la question notamment de la prise de conscience qui est collective et je pense de l'idée aussi que Léa a souligné. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser quelqu'un. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute du consommateur. Justement, ce qui est en responsabilité territoriale des entreprises, ce qui est intéressant, c'est le fait de souligner qu'on doit prendre en compte tout le monde et dans cette grande diversité. La question de faire en sorte que les gens puissent manger du début à la fin du mois, c'est une question importante et c'est pas les mettre. Il faut faire attention à ne pas les mettre en conflit ou en porte-à-faux par rapport à des engagements qu'ils peuvent avoir. Donc ça, je crois que c'est très, très, très important. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Jérôme en disant il nous faut un référentiel. Et oui, il nous faut un référentiel, mais à ce jour, on n'en a pas. Et des outils de mesure, on voit bien qu'on peut en avoir. Par exemple, Up nous a bien expliqué comment, en tant que Scope, il prenait différents engagements, par rapport à ses membres, comment il va faire évoluer sa raison d'être, etc. Donc tout ça, il y a bien sûr des indicateurs individuels qu'il peut avoir pour mesurer ce changement, ces évolutions. Pareil pour Hello Activité, pour Vive. Mais après, c'est comment on va sélectionner, créer des indicateurs nouveaux pour baliser ce chemin-là. Et je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de souligner que c'est au sein de chaque écosystème, dans les communautés, qu'on va identifier les bons indicateurs qui vont permettre une évolution collective de chacun dans ce processus-là. Et c'est ça qui devient intéressant, et on le voit par exemple sur les questions de relocalisation de l'alimentation, dans les PAT, dans les politiques de sécurité sociale alimentaire. Tout ça, ça montre bien qu'on a besoin d'indicateurs, mais que ces indicateurs-là, ils sont aussi le fruit d'un consensus pour prendre en compte le bien-être du plus grand nombre. Et ça, je crois que c'est pas une erreur que de se dire on n'a pas d'indicateur. Non, on en a plusieurs. Il faut qu'ils permettent de construire un consensus et de mettre en œuvre une dynamique collective. Je crois que c'est voilà. Donc merci pour. Merci à toi, Marilyn. Bon, je vois qu'on atteint un peu la limite horaire, donc dans 1 minute et 35 secondes. Bref, donc je vais en profiter pour conclure cette table ronde. Vous remercier déjà à chacun des intervenants, Émilie, Jérôme qui sont à distance, Léa, Youssef et Marilyn qui étaient avec nous. Merci aussi à vous toutes et tous d'avoir été présents et d'avoir participé à cet atelier, y compris de nous avoir préférés aux autres, donc c'est très bien. Voilà, donc merci et bravo à vous, vous avez bien fait. Du coup, je vous dis, il y a une petite pause, donc on se voit au café. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous.